Bonsoir et bienvenue dans un nouveau live sur la chaîne Twitch du groupe Delcourt. On se retrouve aujourd'hui pour un live spécial pour les 20 ans de Soleil Manga. Et on vous présente également notre tout nouveau décor. Voilà, donc petite nouveauté de cette émission. Voilà, donc pour les personnes qui nous regardent pour la première fois, on est là pour parler de manga, webtoon avec les membres de l'équipe, des équipes Soleil Manga, Delcourt Tonkam et Kebooks. Mais aujourd'hui, on se concentre que sur Soleil Manga, car ça fait déjà 20 ans que le label existe. Voilà. Donc avec nos invités, aujourd'hui, on va vous parler de l'histoire de Soleil Manga et il y aura plein d'anecdotes autour de cette maison d'édition et on espère que vous passerez un bon moment. Donc bonjour aux différentes personnes qui nous rejoignent et on va commencer par une très brève présentation de nos invités. Donc Solène, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Alors, bonsoir, je suis Solène Pichereau, je suis graphiste pour Soleil Manga depuis 10 ans. Et donc, mon travail consiste principalement à m'occuper des couvertures et des jaquettes de tous les mangas qui sortent. Et bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Pour les chanceux qui ne me connaîtraient pas, je suis donc Iker Bilbao, le co-directeur éditorial de la collection Soleil Manga. Merci pour vos présentations. Et pour les personnes qui ne me connaissent pas, donc je suis Célia, je suis coordinatrice marketing digital pour le groupe Delcourt. Je m'occupe entre autres des réseaux sociaux Asie. Donc venez vous abonner sur Facebook, Twitter et Instagram, que ce soit Delcourt Tonkam, soit les mangas, Kebooks, dès maintenant si ce n'est pas encore le cas. Et je m'occupe également de cette chaîne Twitch. Voilà. Donc bonsoir aux personnes qui nous rejoignent. Donc Maëva, donc Maëva, notre supermodo qui est là pour répondre à vos questions. Donc est-ce qu'on a vidé la bouteille de champagne? Non, pas pour l'instant. Voilà. Bonsoir Saber, Excalibur, Zeshura, Flying Whale. Voilà. Marie Samlen, Shirodi. Eh ben il y a du monde, hein, dis donc. Ginrei. Donc bienvenue à tous sur ce live. N'hésitez pas à poser vos questions dès maintenant si vous en avez. Voilà, donc on essaiera d'y répondre. Et aussi, dites-nous dans le chat qu'est-ce que vous pensez de ce nouveau décor qu'on est très fiers de vous présenter. Ouais. Et en plus, on est beaucoup plus à l'aise sur des canapes, n'est-ce pas? Complètement. Ça change. Et donc, je pense que tout est dit. On va pouvoir parler plus en détail des 20 ans de Soleil Manga. Donc, 2003 déjà. Donc, ça fait un petit moment. Hein. Ça fait 20 ans, ouais. Ouais. Alors, on va vous... Alors, donc, malheureusement, Johanna, éditrice Soleil Manga, n'a pas pu être présente pour ce live, mais on a une petite vidéo de présentation et ainsi que elle va présenter également son métier d'éditrice. Donc, on va passer une petite vidéo dès maintenant. Collection jeux vidéo avec les mangas Zelda et Akira Imekawa. Et puis ensuite, on a créé la collection Gothique, et puis la collection Pets, la collection Fantasy et très récemment la collection Gourmet. On a aussi créé la collection des grands classiques. Donc voilà, on s'est diversifié au fur et à mesure des années. Et donc notre travail consiste essentiellement à prospecter dans l'incroyable production de mangas japonaises et de dénicher des séries ou même des one-shots qu'on a envie de publier pour le public français et qui rentrent un peu dans la sélection de titres qu'on a envie de proposer. Donc, une fois qu'on a choisi les titres, notre travail est de l'adapter pour la France. Donc, ça passe par évidemment la traduction, le lettrage, la création de logos. Donc, tout ça, c'est fait par d'autres personnes que les éditeurs. Donc, lettreurs, traducteurs, graphistes, qui vont faire en sorte que le manga soit adapté en français totalement.
Et évidemment, il y a toute la partie aussi, on va dire, un peu plus administrative, de signature de contrat, de paiement de facture, voilà, le travail un petit peu moins rigolo. Voilà, donc c'est à peu près tout pour la présentation de mon métier. J'espère que ça vous a intéressé. Merci. Ah, merci beaucoup, Johanna, pour cette vidéo qui explique son travail d'éditrice. Iker, est-ce que tu veux rebondir un peu et compléter le travail d'éditeur pour Soleil Manga? Alors, il y a vraiment deux sortes d'éditeurs. Il y a le bon et le mauvais éditeur. Le mauvais éditeur, il voit une bonne licence, il l'achète. Alors que le bon éditeur, il voit une bonne licence, il l'achète. Mais c'est un bon éditeur. Voilà. D'accord. Alors, plus en détail, pour revenir à cette blague qui n'aura fait rigoler que ceux qui ont plus de 40 ans, le travail d'éditeur, comme l'a dit Johanna, englobe une grosse partie qui est liée vraiment à l'œuvre en elle-même. Et ça, c'est vraiment le travail sur lequel elle travaille le plus. Comme elle vous l'a dit, on travaille en binôme, elle et moi, cette collection depuis plus de 15 ans. Néanmoins, moi, mon travail, il est plus dans le relationnel avec les autres services. C'est-à-dire que, au-delà du simple travail sur l'œuvre, il faut aussi pouvoir la défendre, la présenter aux différents services et aussi adapter tout ce travail à une stratégie globale. Et c'est sur ça où, effectivement, le travail d'éditeur, ce n'est pas juste choisir des titres et les sortir, c'est aussi avoir une réflexion totale sur qu'est-ce qu'on veut publier, qu'est-ce qui est cohérent dans notre collection et comment on peut aussi présenter cette cohérence auprès des éditeurs japonais qui vont être amenés à faire un choix, puisque bien évidemment, c'est la première fois que je le dis ce soir, plusieurs éditeurs se prononcent, du moins dévoilent leur envie de publier un titre en même temps sur le même titre. Donc il faut être cohérent, il faut pouvoir défendre avec des vrais arguments autres que purement financiers. Et c'est en ça où le travail d'éditeur, voilà, c'est un peu plus loin que juste acheter des licences. Merci beaucoup pour ce complément d'information. Solène, est-ce que tu peux expliquer un peu ton travail en tant que graphiste, s'il te plaît? Oui, tout à fait. Alors, du coup, moi, mon travail en tant que graphiste, ça va être donc de travailler à partir des éléments des livres en version japonaise. Donc, on nous fournit les fichiers en général. Et à partir de ça, on va recomposer une nouvelle jaquette en version française, on va créer un logo. Et du coup, à partir de là, je vais échanger avec Iker et Johanna pour savoir, eux, quelle est leur intention éditoriale. Et s'ils veulent être très proches de la version japonaise ou s'ils veulent changer des choses pour mieux s'adapter au public français. Et à partir de ces consignes, va s'installer un petit ping-pong, des échanges où on va essayer d'améliorer la version de plus en plus jusqu'à être tous satisfaits de ce qu'on a fait. Et ensuite, les assistantes éditoriales vont se charger de faire valider ces fichiers par les Japonais qui donc valident chacune des jaquettes et couvertures des livres qu'on publie. Merci en tout cas. Est-ce que Iker, tu veux compléter? Ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'il est souvent plus difficile de faire valider lorsqu'on reste à l'identique que lorsqu'on change totalement une jaquette. À partir du moment où on change totalement la jaquette, il n'y a plus vraiment de référence de comparaison et dès lors que le concept est accepté, on est plus ou moins libre de présenter notre projet. À partir du moment où on veut être similaire à la version japonaise, eh bien, on doit être pratiquement vraiment au millimètre près conforme à la publication japonaise. Or, comme vous le savez certainement, on n'est pas parfois sur certains titres, on n'est pas exactement au même format que l'édition japonaise. C'est là où le travail de Solène parfois se joue sur des micro-millimètres, que ce soit sur les dos parce que c'est pas la même épaisseur de papier, ou sur certains éléments qui bougent légèrement. Et on se retrouve parfois à faire 15-20 échanges avec des éditeurs japonais pour une seule validation, ce qui entraîne parfois des retards malheureusement. Parce que voilà, il faut arriver à déplacer, cadrer, une main qui sort, le logo qui est un peu trop sur un visage. Voilà, ça peut être parfois très très lent. Et ça justifie que voilà, c'est pas évident du tout pour une graphiste, c'est pas juste faire comme les Japonais, un visuel, un logo et c'est fini. Surtout chez Soleil Manga où on aime bien aussi justement prendre des initiatives créatives sur les titres, ce qui est aussi intéressant. Et on va reparler un peu justement de ces modifications que vous avez pu faire. Tu voulais compléter, Iker? Oui, par exemple, on avait un exemple, c'est le Witch Watch qui est juste derrière toi. Généralement, le logo Soleil Manga se situe vraiment centré en bas de la jaquette. Là, pour pas gêner l'illustration principale, on a fait le choix de la décaler, par exemple, sur un côté. Donc voilà, c'est le genre de choix qu'on est amené à faire pour se différencier un petit peu parfois d'autres éditions et même de nos propres éditions. Merci en tout cas. Si vous avez des questions, justement, en tant que lecteur, sur comment ça se passe,
Merci Guinray de dire que ce décor est vachement mieux. Ah Merci. yes. Tous ces efforts. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Et sinon, je voulais également parler de mon travail parce que mine de rien, je travaille dans le groupe depuis 7 ans et maintenant, ça fait 6 ans que je m'occupe des réseaux sociaux Soleil Manga. Donc, plus en détail par rapport aux réseaux sociaux, je m'occupe de tout ce qui est l'animation, faire les plannings des posts, mais également la création de contenu, que ce soit les visuels, les vidéos. Donc pas mal de choses, mais également par exemple de créer les previews que vous pouvez avoir sur le site et également mettre à jour le site internet, hein, parce que c'est quand même un peu de travail de... En vrai, ma mission principale, c'est vraiment la promotion des mangas sur les internets. Voilà. Donc, si vous avez des questions également sur ça, je serais ravie d'y répondre. Il y a une chose qui est très intéressante à constater, et c'est encore plus visible pour nous puisqu'on a 2 collections, c'est qu'on a des gens particulièrement bienveillants sur nos réseaux sociaux chez Soleil Manga. On a une communauté très bienveillante, comme je le disais, très sympathique et qui est vraiment pas dans le mode hater. Et ça, c'est vraiment très appréciable pour nous. Oui, vraiment, sur Soleil Manga, vous êtes vraiment très sympa. Voilà. Sinon, il y a déjà une question de A-Pro qui demande qui décide du format d'impression. C'est nous, à l'édition. En principe, on conserve le même format que l'édition japonaise, hein, à quelques millimètres près, mais on a un format shonen, le format S, on a un format M qui est plutôt le format seinen, et un format L qui est le 15-21, qui est le grand format type Romantic Killer Doro. Donc, il nous arrive parfois de changer les formats, mais c'est assez rare. Voilà. Ça arrive pour différentes raisons. Quand on passe un titre plutôt en seinen, il nous arrive de changer le format, mais on a plutôt tendance récemment à vraiment respecter scrupuleusement le format japonais. À quelques millimètres près, toujours. Et sinon, sur la liberté de création des posts sur les réseaux sociaux ou des modèles graphiques, alors en termes d'utilisation d'images, c'est assez restreint par les ayants droit, mine de rien. Si on fait des modifications, il faut qu'on les fasse valider, donc ça dépend vraiment de ça. Et après, on a des modèles qui existent, qui sont prédéfinis. Vous avez pu le voir, effectivement, pour les previews, c'est la couverture avec un template déjà prédéfini. Mais voilà, après, on essaie d'innover à notre manière. On essaie justement de respecter les visuels déjà existants pour faire des choses un peu différentes. En fait, quand tu dis respecter les visuels, c'est vrai qu'il faut se dire, par exemple, qu'il y a pas mal de règles à respecter, généralement, quand on utilise une illustration d'un mangaka. Par exemple, c'est généralement interdit de la retourner en miroir, parce que du coup, ça change la perception de l'image, ou encore, ils sont souvent très attentifs au fait de couper ou de mettre quelque chose par-dessus la tête d'un personnage. Donc, c'est des règles qu'on s'approprie petit à petit et qu'on garde en tête comme des automatismes au bout de 10 ans, mais qui sont pas forcément, qu'on ne peut pas forcément deviner si on n'y est pas. Oui. On a déjà d'autres questions. Alors, il y a la question de Stickies, on y reviendra peut-être un peu plus tard. C'est assez conséquent, je pense. Mais sinon, Iker, est-ce que tu peux nous raconter un peu les origines de Soleil Manga, d'ailleurs ? Alors, à l'origine, on parle des 20 ans de Soleil Manga sur 2003, mais Soleil a racheté une maison d'édition qui s'appelait Végétal Shoten, qui avait été créée en 2002. C'était une librairie à Bordeaux qui avait donc publié les premiers titres. Et en 2003, cette maison d'édition a été rachetée par Soleil. C'est pour ça qu'on prend cette date de 2003 comme anniversaire, puisque c'est le moment où Soleil a commencé à publier des mangas. Et c'est seulement en 2005 que la collection Végétal Manga s'est appelée Soleil Manga. Donc c'est ainsi qu'est née cette collection-là, qui s'est vraiment développée à partir de 2005, avec les sorties d'Iganjima notamment, et de plusieurs titres issus des catalogues Shogakukan et Kodansha à l'origine. Et à partir de 2006, on a vraiment commencé, c'est l'année où Johanna est arrivée en 2005, moi tout début 2006, et on a vraiment développé le catalogue à ce moment-là, avec différents titres comme Yaiba ou Sukoden, les premiers titres jeux vidéo sont arrivés à ce moment-là. Et donc Soleil Manga s'est développé progressivement sur un socle qui était fort, qui étaient les premiers Battle Royale et Doro qui avaient été publiés Végétal et qui étaient déjà des gros succès. Donc l'histoire de Soleil est née de ces seinen qui sont apparus dans le catalogue et également de quelques shoujo, les Urukyu ou Cyber Idol Mink, Dadada pour les plus anciens, et que nous avons par la suite complété avec des titres comme Blood Rain en seinen ou C'était nous en shoujo. Merci pour ce petit historique. Voilà. En tout cas, dans les commentaires, il y avait un des messages qui disait que sa première série, c'était Battle Royale, déjà chez Végétal. Donc Joy Polo, effectivement. Voilà, puis achète à partir du tome 9.
Moi aussi, c'était ma première série chez Soleil, Battle Royale. En tant que lecteur, en tout cas, à l'origine. Moi, c'était Complexe, je pense. Ah, Complexe, c'était pas mal aussi. Il y a un shoujo qui était très chouette d'ailleurs. Je l'ai relu récemment. Il n'a pas trop mal vieilli. C'était chez Akita Shoten, ouais. Un bon titre. Moi, je crois que j'avais lu C'était nous à l'époque. En fait, je faisais pas attention aux collections. Et après, quand je suis arrivée, j'étais ah, c'était nous, c'était ici, d'accord. C'était bien sur les mangas, d'accord. Voilà. Alors, on a une question un peu spécifique qui est pourquoi le bandeau du tome de Stray Cat and Wolf chez Delcourt est-il vert et pas rose? Du coup, comme je ne m'occupe pas des titres Delcourt. Oui, en fait, là, la simple réponse, c'est que en fait, Delcourt Tonkam a décidé de passer les shoujo avec une couleur verte. Voilà, tout simplement. C'est assez récent. Et en fait, ça date des titres, des nouveautés de cette année. Voilà. Donc, ça a commencé avec Gourmet Détective. Gourmet Détective, après il y a eu Stray Cat and Wolf, effectivement. Voilà. Et sinon, en fait, j'ai oublié de le mentionner, mais en fait, là, on est 3 de l'équipe Soleil Manga, on va dire. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a quand même toute une équipe derrière, que ce soit fabrication, la compta, les lettreurs, les traducteurs. La presse, l'événementiel, le commercial. Voilà. Donc, les shoujo Soleil vont rester roses, oui. Oui. On ne va pas changer les couleurs. Voilà. Je pense qu'on a à peu près fait le tour. Est-ce que vous voulez raconter d'autres choses sur votre travail pour l'instant ou est-ce qu'on garde ça pour plus tard? On va monter doucement en pression. Il y a des gens qui disent que les jaquettes de Die Dark sont très jolies et je tiens à dire que tout le mérite est aux équipes de design japonaises parce que pour le coup, on reste très proche de la version japonaise. Néanmoins, je tiens à dire que sur le tome 6, il y a eu énormément de travail. Oui. Tout à fait. Pour l'adapter en français. Vous le verrez à sa sortie, c'est très impressionnant. Gros travail des graphistes, gros travail des assistants édito. Déjà, voilà. Le tome 5, il avait déjà un beau rendu. Le tome 6, il y a énormément de panneaux, d'affiches comme ça qu'il fallait traduire. Ça a été assez complexe. Voilà. C'est vraiment gros boulot. En tout cas, j'espère que vous avez hâte de retrouver le tome 6 de Die Dark. Moi, j'ai très très hâte de le retrouver et justement de découvrir parce que du coup, j'ai rien vu du tout pour l'instant. Tu vas pas être déçu. Sinon, on a une question, c'est comment comptez-vous à l'avenir enrichir votre catalogue de titres en numérique? En signant plus de contrats avec les éditeurs japonais, tout simplement. C'est parfois compliqué parce qu'il y a des accords qui sont différents entre le numérique et le print. Donc il y a certaines maisons d'édition japonaises avec qui c'est assez facile et assez automatique, d'autres avec qui c'est plus complexe. Donc ça prend du temps. On a Richard qui est en charge du digital au sein du groupe Delcourt, qui travaille d'arrache-pied pour négocier chaque licence et vous proposer régulièrement des titres en version améliorée, que ce soit avec des pages couleurs inédites ou des choses comme ça. Donc voilà, on a quand même mis beaucoup l'accent sur le développement digital au sein du groupe Delcourt, notamment sur les mangas, parce qu'on a de très très belles ventes sur des titres comme Teach Me Love ou les autres titres de Aibiki. Donc c'est quelque chose sur lequel on travaille énormément, mais ça prend du temps. Donc nous, notre ambition, elle est intacte sur le digital, c'est l'avenir. Donc on travaille avec nos différents partenaires pour développer ce catalogue de plus en plus. Et il y a une autre question qui est, y a-t-il encore des autres artistes ou auteurs qui refusent de se mettre au digital? Oui, il y en a. Alors la tournure peut être un peu ambiguë parce que si c'est la question de dessiner sur papier ou numérique, c'est complètement différent. Mais c'est plus compris les refus que leur publication soit en ligne. Publication digitale, je crois. Oui, je pense. Maintenant, on va passer. On va parler un peu des auteurs, autrices et séries phares du catalogue Delcourt et on va faire un mini-jeu. Donc, vous pouvez participer également dans le chat. Le principe des jeux, c'est qu'on a pris des images, des jeux de personnages de séries emblématiques Soleil Manga. Et il va falloir deviner de quel personnage ou de quel manga ou de quel mangaka il s'agit. Et on en profitera pour parler des auteurs et autrices en question. Donc, la première image. Alors, est-ce que vous le voyez également dans le chat? Parce que vous, je pense que c'est bon, vous êtes devinés. Hein. Voilà, donc allez. On laisse un peu de temps aux gens. Ouais, on va laisser un peu de temps, ouais. Alors, qui va trouver ça? Et c'est bon, ils ont trouvé et ils ont eu l'image. Super. Donc, il s'agit bien de Die Dark, de Kyuei Ashida. Iker, est-ce que tu veux parler? Kyuei Ashida, c'était vraiment une évidence dans les autrices majeures du catalogue Soleil Manga. Pour rien vous cacher, nous, ça a été une grande surprise quand on a découvert que c'était une autrice, pour être honnête. Ce qui avait amené un débat amusant, parce qu'on avait trouvé un site internet qui avait publié soi-disant une interview de l'autrice, présentée comme un homme, et l'interview était un canular complet.
Donc, pas de chance. Mais voilà, c'était une interview qui m'avait beaucoup amusé. Et aussi, c'est une autrice qu'on a défendue, Johanna et moi, vraiment tout au long de ces années-là, puisque quand on a repris la collection, il y avait les 2 premiers tomes qui étaient parus, et après, ça avait été un tel gouffre financier que la décision de notre directeur était de stopper la publication de Doro et Doro. Et ce qui aurait été dommage. Ce qui aurait été dommage. Et ce qui nous a sauvés, c'est le fait que Shogakukan avait un catalogue tellement puissant chez nous qu'on a pu obtenir de la direction qu'on ne pouvait pas interrompre la publication de Doro et Doro, et on a obtenu le droit de publier 1 volume par an. Donc c'est ce qui a amené Doro et Doro à nous accompagner pendant tant d'années, et le succès commençant à monter un petit peu, on a pu accélérer la publication pour finalement, à terme, rattraper la publication japonaise et terminer quasiment en même temps. Mais ça a été un long process. Je remercie la communauté Mangaverse avec qui je discutais énormément à l'époque, qui me soutenait dans ce combat permanent. Et voilà, c'était une grande fierté jusqu'à ce qu'on puisse valoriser ce travail de fidélité auprès de Shogakukan pour obtenir Die Dark, malgré des offres souvent financièrement plus intéressantes de concurrents qui étaient prêts à publier l'autrice dans leur catalogue. Merci en tout cas pour ces informations. En tout cas, j'espère que dans le chat, vous aurez pris des choses. En tout cas, il trouve que l'interview était très cool dans le Atom. Oui. C'est vrai. Et encore un grand bravo à Sylvain Chollet, puisqu'il a remporté le prix Konichi, la meilleure traduction pour Die Dark, et qui fait un très gros travail d'adaptation sur la série. Et qui est vraiment super. Et qui valorise énormément ce titre. Ouais. Et sinon, on a une question sur... on a plus une réclamation sur Pitié, sortez les artbooks. Alors, pour ceux qui ont vu les artbooks ou qui les ont eu entre les mains, la qualité du papier qui est utilisé, les différentes formes d'impression, alors pour rien vous cacher, on l'a encore feuilleté cet après-midi avec Solène, c'est extrêmement compliqué. C'est extrêmement compliqué, ça veut dire une impression soit en Chine, soit carrément au Japon. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ne le fera jamais, c'est juste que vous risquez de le payer très cher. Voilà, mais ça pour dire que c'est pas oublié, mais c'est pas tout de suite. Ça traîne en tout cas. En tout cas, c'est quelque part. C'est quelque part au fond. Enfin, en tout cas, Johanna et moi, on en parle depuis bien longtemps. Donc, c'est pas interdit que ça apparaisse un jour ou l'autre. Mais c'est juste le prix qui va avec. Il faut trouver le juste équilibre parce qu'il coûtera très cher en traduction, il va coûter très cher en impression. Et il va bien falloir que quelqu'un paye. Quelqu'un devra payer. Quelqu'un qui dit « je suis prêt à payer cher ». Merci, Pro. Alors, est-ce que tu es prêt à payer cher pour 2000 exemplaires? Ça me donnerait une base, déjà. Oui, c'est le souci aussi, c'est que forcément, comme on vise un public sans doute moins large qu'au Japon, du coup, les exemplaires... C'est même pas sûr. Hein. Peut-être que le public est plus large qu'on se l'imagine. Mais on veut quand même pouvoir le proposer à un prix décent. C'est-à-dire si vraiment les prix d'impression sont tels que c'est même indécent pour le lectorat, ça ne doit pas être un projet uniquement pour personnes aisées. Donc voilà, il faut nous laisser le temps, on ne ferme pas la porte, mais pour l'instant, ce n'est pas dans l'immédiat. Ok, merci pour les informations. J'espère que ça répondra un peu aux personnes dans le chat. En tout cas, moi, je n'hésiterai pas à ressortir le même argument quand on me posera sur les questions sur les réseaux sociaux. Exactement. Voilà. Et on va passer au deuxième personnage à deviner. Alors, est-ce que vous le voyez dans le chat? Est-ce que c'est bon également? Bon, pour vous, je pense que ça a l'air bon. Alors, saurez-vous deviner de quel manga ce personnage provient? Ou de quelle autrice on va parler? J'ai donné un indice, déjà. Voilà. Oh. Non, alors Seiya Todouin, c'est Delcourt. Mais bien joué pour Fox 61. Il s'agit bien de Black Marriage, de Saki Aikawa. Voilà. Donc... Saki Aikawa, autrice que j'ai découvert pour le coup pendant le congé maternité de Johanna, pour la petite histoire. Donc j'étais à la recherche de nouvelles autrices shoujo, parce que les autrices shoujo fonctionnent souvent par vagues, et donc je suis tombé sur cette autrice, sur sa première série, et qui était en 4 tomes, Romantique Obsession, et qui a plutôt bien marché au démarrage, et progressivement s'est monté en gamme, et on a eu d'un seul coup un coup de panique, puisqu'elle passe de Shogakukan à Shueisha. Et à ce moment-là, on ne travaillait pas avec Shueisha. Donc on avait été racheté par le groupe Delcourt peu de temps avant, mais on ne travaillait pas avec Shueisha. Et Saki Aikawa a été un peu notre porte d'entrée, notre argument majeur pour
pour justifier auprès de Shueisha, qui travaillait déjà avec Delcourt, qui travaillait déjà avec Tonkam, et qui disait pourquoi je dois en plus travailler avec Soleil au sein du même groupe. Et on est arrivé et on leur a juste dit mais nous on vient vous prendre des shoujo d'auteurs et d'autrices qui sont dans notre catalogue. Et c'est ainsi qu'on a pu continuer Saki Aikawa avec Is This Feeling Love, puis Is the Beast qui a été un grand carton et qui nous a permis aussi de faire une nouvelle édition de Rosen Maiden, puisqu'on avait perdu les droits Rosen Maiden qui était passé de Gentosha à Shueisha. Ok. Et Solène, est-ce que tu veux raconter un peu justement ton travail sur les séries de Saiki Aikawa? Alors, je ne me suis pas occupée des premiers titres de Saiki Aikawa chez Soleil Manga. Mais quand je suis arrivée, je crois que le premier titre dont je me suis chargée, c'était Is the Beast. Et à ce moment-là, en discutant avec Iker et Johanna, ce qui nous a semblé intéressant, c'était d'échanger les visuels entre la couverture et la quatrième de couverture. Et donc, du coup, à partir de cette question, on est parti sur une créa qui était quand même assez différente de la version japonaise. Et on a aussi instauré un code avec un cadre noir qui est en fait resté ensuite. Comme Is the Beast a eu un franc succès, on s'est dit ce serait intéressant de garder un code graphique entre chaque série de Saki Aikawa pour que les gens qui ont apprécié la première série se disent tiens, ça, est-ce que ça n'aurait pas un lien de créer un lien visuel entre toutes les séries, puis aussi de faire attention à ce que quand ils sont dans votre étagère, en tout cas, on ait l'impression d'une collection Saki Aikawa entre toutes les séries de l'autrice. Merci beaucoup en tout cas pour cette petite anecdote justement sur les couvertures de Saiki Aikawa. En tout cas, j'espère que vous l'avez remarqué dans vos bibliothèques pour celles qui ont les shoujo de cette autrice. Voilà. Sinon, on a une question. Bon, c'est du Delcourt Tonkam, mais c'est pas grave, on va essayer d'y répondre. Donc, en parlant de Stray Cat and Wolf, pourquoi le tome 2 prend autant de retard? Alors, pourquoi il a autant de retard? C'est qu'il y a eu quelques problèmes administratifs qui sont en cours de résolution. Ça prend un peu de temps, mais ça arrive. Les équipes Delcourt Tonkam sont dessus et ça va arriver. On annoncera la date très prochainement. Enfin, j'espère qu'on annoncera une date prochainement, mais voilà, c'est en cours de résolution. Et après, est-ce que vous comptez éditer son nouveau manga? On ne peut rien dire. On garde les surprises pour plus tard. Voilà. Donc, c'est un ni oui ni non. Voilà. Et on a d'autres questions? Non. Mais on va parler... Donc, on va passer à autre auteur, si vous êtes OK. Voilà, on va passer au numéro 3. Alors, est-ce que dans le chat, vous devez... Bon, je pense que celui-là, ça va. Il y a même un indice dans le décor. D'ailleurs, qu'on n'a pas de biais. D'ailleurs, qu'on n'a pas présenté, la petite décoration. C'est vrai. Belle décoration, c'est un partenaire. Un premier indice. Alors, est-ce que vous devinez... Alors, est-ce qu'ils ont bien le visuel sous les yeux également? Est-ce que vous allez deviner de quelle licence on va parler? Eh bien, c'est bon. C'est bon. Les personnes ont bien trouvé. Donc, il s'agit bien de Link de The Legend of Zelda. Est-ce que vous avez quelques petites choses à raconter autour de Zelda? Après, je rappelle qu'on a déjà fait une émission de Nintendo. Exactement. Donc, je pense qu'il n'y a pas... Enfin... Je pense que vous pouvez peut-être raconter des choses qu'on n'a pas forcément dites pendant le live, d'ailleurs qui est disponible en replay sur la chaîne YouTube Delcourt Soleil Asie. Voilà. Avec en présence de Florent Gorge et de Johanna Ardaillon. En plus. Excellente émission autour de l'univers de Nintendo. Avec un magnifique chapeau. On peut raconter, c'est parler plus précisément d'Akira Himekawa, qui est donc un duo d'autrices qui a travaillé sur tous les Zelda. Donc là, en l'occurrence, il me semble que c'est un dessin de Twilight Princess, et qui est donc leur série la plus longue sur l'univers Zelda. C'est un duo d'autrices qu'on a essayé de suivre aussi sur d'autres séries qui sont moins connues. Elles ont notamment fait un Astro Boy, une adaptation d'Astro Boy chez Kadokawa, qui a rencontré un succès très 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 mitigé. Néanmoins, voilà, Zelda, c'est vraiment une licence qui nous a propulsés, qui nous a permis de développer un catalogue jeux vidéo bien au-delà de nos espérances, et qui a ouvert la voie ensuite à bien d'autres titres de l'univers Nintendo. Mais comme l'a dit Célia, je vous invite vraiment pour plus de détails à aller voir l'émission spéciale Nintendo. Et en plus, c'est une des séries qui nous a bien marqué. Enfin, au niveau marketing, on a fait quand même beaucoup de choses autour de Zelda. On a même eu des campagnes dans le métro. Oui, c'était la première fois que je pouvais me tenir à côté d'une pub dans le métro que j'avais montée. C'était une petite fierté. Juste de bosser de toute façon sur les licences Nintendo qui sont aussi puissantes et qui nous touchent personnellement aussi pour les gamers et les gameuses. C'était de l'équipe. C'est toujours une grande fierté. Oui.
Merci pour cette intervention, Link. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous voulez rajouter ou est-ce qu'on passe au prochain personnage? Alors, juste répondre à la question de Lucas. Ah oui, je viens de voir. Ça ne coûte pas plus cher, l'acquisition d'une licence manga de type jeu vidéo. C'est le même prix. Généralement, c'est un peu plus cher sur les beaux livres, parce que là, on est sur une démarche différente. Néanmoins, sur les mangas, c'est à peu près le même tarif. Ce qui joue, c'est qu'il y a une tierce partie qui est impliquée dans le contrat. Donc, ça demande davantage de négociations, ça demande davantage de travaux administratifs, ce qui rend les choses parfois plus compliquées et qui prennent parfois plus de temps à se faire. Mais ce n'est pas forcément plus cher, non. Mais certaines nous ont coûté très cher. Splatoon nous a coûté très cher, mais ce n'est pas parce que c'était un titre de jeu vidéo, c'est parce qu'il était très demandé. Voilà, par exemple. Ça demande souvent plus de temps aussi de travail, parce que les négociations... Et parce qu'il y a un plan marketing à développer, des choses comme ça. Oui, on s'en souvient du plan marketing. Moi, c'était le premier plan marketing sur lequel j'ai travaillé, donc enfin un des premiers. EPRO, l'initiative des visites d'auteurs japonais en France viennent quasi systématiquement des éditeurs français. Donc il arrive que des éditeurs japonais souhaitent faire venir un auteur ou une autrice en France. C'est très rare que ça vienne directement d'eux. Généralement, c'est une démarche des éditeurs français qui lance l'invitation, ou du salon. Ça peut être aussi un salon, un festival qui invite directement un auteur. On va passer au prochain personnage. Alors, donc un autre personnage qui, normalement, les fans de shoujo devraient le reconnaître. On va voir si on a des titres gothiques, surtout. Oui, on va voir si on a des fans de cette série qui sont dans le chat. Sinon, si d'ici quelques secondes, on voit qu'il n'y a personne qui le trouve, on va donner la réponse. Hein. Mais j'attends de voir quand même. Ah, sur le bout de la langue pour Fox. Ah, bien, peut-être. Une autrice dont on a quasiment tout publié, sauf un titre chez Kurokawa. Voilà, à mon grand regret. Alors Maëva, oui, on sait que tu l'as. Et en plus, c'est le titre en question. Enfin, le personnage vient d'une série dont le titre va avoir une actualité très prochainement. Oui. Tout à fait. Voilà. Il s'agit donc d'Aya Shuoto. Aya Shuoto qui a rejoint notre catalogue il y a beaucoup d'années maintenant. Que nous avions publié Trail of Hearts, puis Kiss of Rose Princess, qui a été notre grand succès, qui a été vraiment un beau succès, Kiss of Rose Princess. Et alors par la suite, ce qui est intéressant avec Aya Shuoto, donc hormis le fait que Junketsu Kareshi soit parti chez nos amis de Kurokawa, ils nous ont ouvert la voie, donc c'est Momochi, bien évidemment aussi, Demon Prince et Momochi. Ce qui est intéressant, c'est que le fait de vouloir poursuivre l'autrice dans toutes ces velléités éditoriales nous a amené à publier nos premiers Boys Love, puisque nous avions publié 2 Boys Love de l'autrice, Suis-je un ange et un autre dont j'ai oublié le titre, qui malheureusement ne sont plus disponibles au catalogue aujourd'hui chez Soleil, mais qui étaient 2 one-shots publiés chez Libré, avec qui nous avons travaillé pour la première fois sur ces titres-là, mais également un Yuri, donc un titre encore moins connu. Ah oui. Ouais, un one-shot dont j'ai déjà oublié le nom. Mais qui était avec une fabrication tout en noir très jolie et qui pareil, n'a pas fonctionné du tout, mais c'est rentré dans notre volonté de pouvoir proposer tous les titres de l'autrice à ce moment-là. Je l'ai sur le bout de la langue. Moi aussi. Format A5. Exactement, avec un grand joli. bandeau. Pour le coup, lui, je ne l'ai pas vu passer. Ah voilà. C'est ça, l'avantage de l'éditeur, c'est que normalement, il sait ce qu'il a publié, même si parfois il oublie les noms. Oui. Mais ça, c'est dû à mon grand âge. Et quand vous aurez mon âge... Et donc, on a une actualité autour de Aya Shuoto. Bah oui. Je t'en prie. L'animé. Exactement. Voilà, l'animé de The Demon Prince and Momochi. Après, je crois que le titre a changé légèrement. C'est The House of... Ouais, c'est Demon Prince and the House of Momochi. Voilà, c'est ça. Donc, un animé qui arrive très prochainement. Et en plus, on a eu un premier visuel qui était très prometteur. Donc, on a hâte de voir ça. Et puis, n'hésitez pas à découvrir le manga dès maintenant, d'ailleurs. Il y a des chapitres inédits qui ont été publiés au Japon. Donc, nous allons voir comment aussi pouvoir proposer ces chapitres aux lecteurs français, que ce soit sous la forme digitale ou print. Ça reste encore à étudier, mais voilà. Aya Shuoto, une autrice qu'on retrouve toujours avec grand plaisir dans notre catalogue sur les mangas, notamment dans la collection gothique. Merci. On va passer au prochain personnage. Épitaphe, c'était ça. Épitaphe. Yes. Merci Shiro Digi qui est au taquet. Donc, Épitaphe, c'était le Yuri et Paradis Secret, le deuxième Boys Love. Ouais. Et bien joué. Alors, nouvelle personne. Allez, ça y est. Prisonnier, ça allait beaucoup plus vite, bizarrement. Hein. Donc, parlons d'Akira Hiramoto.
Prison School, est-ce que tu veux en parler? Est-ce que vous voulez en parler? Là aussi, ça a été un coup de cœur durant un congé parental. Donc, c'était plus facile. Voilà, c'était vraiment le titre atypique et j'ai senti que ça allait être compliqué pour beaucoup de gens, d'éditeurs, de se prononcer sur ce titre-là. Et nous, on a foncé. On a proposé très vite à l'éditeur japonais que voilà, nous, on était prêts à jouer le jeu à fond, sans censure, sans rien. Et on l'a proposé, dès qu'on y a pensé, on l'a proposé à Florent Gorge, parce qu'il nous fallait quelqu'un capable de vraiment retranscrire l'humour et l'esprit tout en restant toujours vraiment sur le fil sur la série. Et je crois dire, sans me tromper, qu'il s'est beaucoup amusé. Sa traduction notamment du proviseur, pour ceux qui ont suivi la série, et tous les jeux de mots érotiques sont juste à mourir de rire. Et c'est une vraie perle. Ce titre est extraordinaire quand on sait en plus ce qu'avait publié l'auteur avant, c'est Me and the Devil Blues, qui était dans un style totalement différent. Voilà, c'était totalement atypique. Nous, on s'est éclaté à travailler dessus, donc sur les 28 tomes de la série, ce qui nous a amené, bien évidemment, à publier par la suite Rohiro, qui nous a laissé un peu plus sur notre faim, parce que le tome 6 n'est pas aussi concluant qu'on aurait aimé. Mais en tout cas, c'est un auteur qu'on prend toujours grand plaisir à publier et à relire. D'ailleurs, sur Prison School, on a pris l'initiative d'inverser les visuels des 2 premiers tomes, parce que normalement, sur le tome 1, c'était le garçon, le personnage principal, et sur le tome 2, la présidente. Oui. Et donc, on a décidé de garder le visuel de la présidente sur le tome 1, qui est vraiment qui claque un peu. Ouais. Et donc, c'est ce genre de petits choix qu'on fait pour maximiser un petit peu les chances d'attraper le regard des lecteurs sur les étals des librairies. Et ça, c'est vraiment le fruit de réunion. C'est-à-dire, c'est le fruit de réunion qu'on fait avec Solène, Joanna et moi, avec Solène, avec le marketing, avec la presse, avec les différents partenaires, les assistants éditos aussi à ce moment-là. Et voilà, c'est des choses qui nous viennent comme ça et qu'on essaie d'exploiter pour pouvoir vous proposer les titres dans les meilleures qualités possibles et aussi commercialement le plus exploitable, parce que ça reste quand même malgré tout un commerce. Et oui. Donc on a des amateurs de Prison School en tout cas dans le chat avec Cloud, je ne dirai pas la suite du pseudo parce que ça a l'air trop long, donc l'arc du directeur incroyable, vive les contre-plongées, donc merci DL Gaming pour le bon anniversaire, Irdra, trad de Prison School et Gold, effectivement, c'était vraiment super, coucou Harry également, voilà, donc on va passer au 6e personnage à deviner. Bon, dans le chat, j'espère que ça ira vite également. On dirait un peu Pingu sur cette capture. Qu'est-ce qu'il a l'air dépressif quand même. Ah, ça fait partie du personnage. Ouais. Et c'est Shura qui a trouvé Nook directement. Super. Joué. Bien joué. Donc, pour Animal Crossing, alors là, il commence. Alors, est-ce que vous avez des petites choses à raconter sur Animal Crossing ? C'était un choix qui peut paraître évident aujourd'hui. Et finalement, quand on s'est positionné, on s'est retrouvé un peu tout seul. C'est vraiment la Johanna qui s'est battue, qui a vraiment fait un travail énorme, qu'elle avait déjà fait d'ailleurs pour Splatoon, pour fédérer toute la boîte autour de ce projet. Et elle a défendu bec et ongle auprès des différents services pour vraiment, tu as participé toi-même à cette réunion-là, pour vraiment avoir l'offre la plus qualitative possible et justifier l'investissement que ça nécessitait. Et tout le monde n'était pas forcément enthousiaste au démarrage. Et une fois qu'on a vu à la fois les premières réactions sur les réseaux à l'annonce, mais aussi toute la qualité vraiment du récit dans ces titres-là, non seulement c'est des licences, mais en plus de ça, qualitativement, notamment le shoujo en 2 tomes, L'île de la détente, qui est un vrai petit bijou adorable et que je vous invite vraiment à découvrir. En tout cas, Animal Crossing va être une des grosses licences Nintendo qu'on espère défendre sur le long terme. Et on espère que dans le chat également, vous suivez cette série, parce qu'effectivement, c'est très sympa à lire quand vous connaissez bien le jeu. Et d'ailleurs, pour ceux qui prennent parfois l'habitude d'enlever vos jaquettes pour découvrir les couvertures, il y a toujours des gags sur les jaquettes de l'île de la détente qui sont assez rigolos. Je conseille de regarder sous vos jaquettes si vous avez la série. Donc allez-y. Pas maintenant, continuez à regarder le live quand même, mais après, faites-le. En même temps. On va... Alors, j'avais une petite vidéo de Johanna, mais je pense qu'on va enchaîner. Donc désolé Johanna si tu regardes le chat, on va enchaîner les autres vidéos. Enfin, on va enchaîner les autres et on mettra les autres vidéos. Enfin, on mettra cette vidéo ultérieurement. Voilà, et on va finir cette partie sur les devinettes de personnages, on va dire, avec un dernier visuel. Comme on va pas avoir le temps de tout faire. Donc, allez,
dites-nous dans le chat si vous trouvez tous les 4 personnages qui apparaissent sur vos écrans. Vous, ça va, Iker, oui. Solène, ça va. On se Tranquille. retient. On vous laisse quelques C'est secondes. amusant, c'est que des personnages masculins, dis donc. C'est vrai. Alors, Tu je peux tiens à amener- signaler que Maëva m'a beaucoup aidé pour ça. Qu'est-ce que tu sous-entends? Tu te dédouanes, c'est ça? C'est pas Désolée. très sympa. Non, en vrai, merci beaucoup Maëva pour ce petit jeu qui permet d'introduire justement ces différents auteurs et autrices phares du catalogue. Mais vraiment, merci beaucoup Maëva pour cette aide. La Merci. vidéo de Johanna, c'est le chat? Non, Ah bon. non, c'était son personnage, enfin c'était plus Animal Crossing. Et D'accord. voilà. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont trouvé? Donc, Petit Exorciste, ok. Il y en a un Splatoon, ok. Petit abbé. Alors, c'est un prêtre, on est d'accord normalement. Oui. Alors, le numéro 7 et le numéro 8, pour l'instant. C'est bon. Lola Setup a trouvé le numéro 7. Et il nous manque le numéro 8. Alors, qui va trouver le numéro 8? C'est un curé ou c'est un prêtre? Ou c'est les deux? C'est la même chose? C'est le prêtre. Oui, on est d'accord. Le prêtre. Alors, est-ce que quelqu'un va trouver le 8 ou est-ce qu'on va... En plus, on en a parlé tout à l'heure. Ouais. Indice. Un 10. Indice, c'est derrière Célia. Et je l'ai montré en plus. Hein. On n'a pas regardé. C'est pas grave. En même temps, il n'y a rien à regardé. gagner. Il n'y a rien à gagner. Donc, allez, on va mettre fera les gagner, différentes réponses. Donc, effectivement, le 7, c'était bien Insomniac. Le 8, c'était Witchwatch. Voilà qu'il est trouvé. Allez, pro juste à temps. 9, c'était Splatoon. Et 10, c'est le prêtre dans Make Exorcist Fall in Love, qui sont des séries plus récentes, mais qui ont quand même marqué un peu sur les mangas ces derniers temps. Voilà. Ont été des gros lancements, en tout cas, Ouais. du catalogue sur les mangas. Ouais, et on est très content de ces lancements. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Duel Master? Ouais, Duel Master. Hein. Ah, Flying Wild il a des références incroyables. Ok, why not? Oui, donc disait Insomniac. Oui, je confirme. Voilà. Sinon, on va parler d'autre chose. C'est que, en fait, là, ça fait 20 ans de Soleil Manga et en fait, il y a quand même des autrices qui sont venues en France. Iker, est-ce que tu veux nous raconter un peu comment ça s'est passé, quelles sont les autrices qui sont passées et si tu as des anecdotes à ce sujet, s'il te plaît? La dernière autrice qui est venue nous voir pour Soleil Manga, c'était pour nos 10 ans. C'était Aya Oda. Donc Aya Oda, qui était l'autrice shoujo majeure du catalogue à l'époque, puisque nous avions publié Playboy Café, nous avions publié Lovey Dovey, qui avait été un gros succès de notre catalogue, Private Secretary, Room Paradise, donc plusieurs titres, à chaque fois des séries assez courtes, mais ce qui avait d'intéressant avec Aya Oda, c'est qu'elle évoluait avec son lectorat. C'est-à-dire qu'elle passait vraiment d'un magazine shoujo à un autre en fonction de l'âge du lecteur. Donc pour finir dans le petit comique sur la fin. Et donc c'était une autrice qu'on appréciait énormément. Et pour nos 10 ans, c'était pour nous une évidence de l'inviter à Japan Expo. Et c'était vraiment sympa. Elle a fait une masterclass avec moi sur scène. C'était vraiment sympathique. Très souriante. À la différence de beaucoup d'autrices, elle a accepté de faire des dédicaces à visage découvert. Voilà, quelqu'un de très très ouvert, de très sympathique. Et ça a été un vrai bon moment d'échange et de partage pour nous, en tout cas avec elle. Ça avait l'air super. Et en plus, C'est très elle vous bien. a dessiné, c'est ça? Elle nous a représentés dans le tome 2 ou 3 de Room Paradise, le 3, ouais. où effectivement elle a raconté dans des pages, dans des bonus, sur les côtés des pages, elle a raconté son périple à Japan Expo et elle a croqué Johanna, Solène, moi, Guy Delcourt et son épouse de l'époque. Il y avait également, il me semble, l'attachée de presse, la traductrice. Enfin voilà, elle a fait un petit dessin de tout le monde. Normalement, je crois qu'on a mis la planche, voilà. Donc, Voilà, donc normalement, c'était, vous devrez la voir sur le côté. Donc c'était assez sympathique parce que du coup, Ouais. c'est dans toutes les éditions à travers le monde qu'elle peut raconter ce périple. Et on l'a revu du coup un an après quand on est venu au Japon. On a été invité dans c'est dans sympa. les locaux éditoriaux de toute la partie shoujo. Et donc, c'était vraiment là aussi un moment très sympa. Oh, bah, c'est cool. Et quelques années auparavant, et donc on avait invité avec le salon Mangazur, je salue au passage, même si ce ne sont plus les mêmes personnes en place, le salon Mangazur à Toulon, on avait fait venir Yuki Obata, l'autrice de C'était nous, en France. Et donc, nous, c'était un grand événement pour nous. Et donc, elle avait fait
une courte séance dédicace et quelques événements presse sur Paris. Après, on est partis tous en TGV, avec l'autrice, avec l'éditeur, avec le traducteur. On est partis en TGV direction Toulon. Et elles ont découvert la France autre que juste Paris. Donc ça, c'est intéressant aussi quand on peut amener les auteurs et les autrices à découvrir autre chose de la France que juste Paris. Et voilà, c'était tellement improbable que même certains festivaliers doutaient du fait que c'était vraiment Yuki Obata qui était venu. Et donc, de façon assez gênée, on lui a demandé si elle pouvait faire un dessin en direct sur scène pour montrer que c'était bien elle. Donc c'était un peu Ah oui, d'accord. un moment un peu gênant. Néanmoins, elle l'a fait là aussi adorable, sans aucun souci. Elle s'est prêtée au jeu du dessin en direct. Et elle nous a également fait, pour nous, un dessin qu'elle nous a laissé pour nous remercier lors de son D'ailleurs, passage. c'est le dessin, à mon avis, qui est également sur que les viewers peuvent voir sur Twitch. Voilà. Sinon, tu as une question directement sur est-ce qu'il y a une réimpression possible pour C'était nous? Oui, c'est possible. Et je pense que ce sera la seule réponse que tu donneras. Pour l'instant, c'est dans les cartons, mais j'ai pas de date, voilà. C'est une réimpression. Ce sera vraisemblablement une réédition. Parce qu'on n'est pas tout à fait satisfait, notamment de certains lettrages ou de certaines choses. On pense que ça mérite d'être, notamment certains fichiers qu'on avait qui n'étaient pas de qualité optimum. Donc voilà, c'est dans les tuyaux en tout cas. Ok. Une dernière autrice dont tu voudrais parler? Alors là, c'est la toute première autrice qu'on avait invitée, c'était Aki Shimizu, donc en 2006, autrice notamment de Suikoden, Escadrille des nuages ou Kwan. Et là aussi, une autrice adorable on avait des photos d'elle dans le RER pour venir jusqu'à Japan Expo à Villepinte Elle a pris le RER. en yukata. Voilà, c'était très très roots à l'époque, on va pas se mentir. Et tellement adorable qu'elle s'est retrouvée dans des séances de dédicaces. Alors il y a eu deux situations. Il y a eu la première où pendant les séances de dédicaces pour Suikoden, les fans qui venaient se faire dédicacer, pour ceux qui l'ignorent, Suikoden, c'est l'histoire de 108 personnages qui s'unissent pour combattre le mal. Et donc, n'importe qui venait demander le personnage le plus improbable pour essayer d'être original. Et donc, forcément, Aki Shimizu ne pouvait pas se souvenir comme ça au détail près de chaque personnage des 108. Donc, elle avait toujours besoin d'avoir les mangas à côté d'elle. Et il fallait trouver le personnage, quoi. C'était pour qu'elle puisse avoir un petit souvenir de ce qu'elle avait dessiné. Parce qu'en plus de ça, entre le moment où c'est publié au Japon et le moment où c'est publié en France, il y a eu plusieurs années. Donc voilà, ça c'était les moments assez amusants avec le traducteur Florent Gorge pour trouver le bon personnage. Et l'autre chose, c'était une dédicace Fnac avec des plus petits. Et là, c'était assez amusant parce que c'était des gens qui venaient voir une mangaka et qui ne savaient pas forcément ce qu'était Suikoden ou Kwan. Et du coup, ils lui demandaient si elle pouvait dessiner un Naruto ou un Sangoku. Et elle le faisait de façon tout aussi adorable, vraiment. Et je la voyais s'entraîner. Donc j'avais gardé, je dois l'avoir quelque part dans mes archives, la feuille de brouillon où elle s'entraînait à dessiner un Naruto et un Sangoku pour ne pas faire un dessin trop dégueu aux enfants qui venaient se faire dédicacer des livres. Donc voilà, on a vraiment toujours eu de la chance. On a eu assez peu d'invités, mais à chaque fois des autrices adorables et qui se sont vraiment données au public français lors de leurs séances de dédicace, notamment. Ok. Merci beaucoup en tout cas pour ces anecdotes. J'espère que dans le chat, vous avez appris plein de trucs sur les autrices qui sont venues. Voilà, donc, et merci Stratos d'avoir lu Suikoden et de l'avoir bien aimé. Ça, c'est cool. Et sinon, on va passer à une autre question. Quelle est la licence qui vous a le plus marqué dans votre carrière chez Soleil Manga? Moi, c'est le Capital de Karl Marx. Ça a été une vraie révélation. Je suis tombé dessus totalement par hasard, pour rien vous cacher. J'avais trouvé une news qui parlait de la sortie, qui avait créé un incident diplomatique entre l'Allemagne et, du moins la région de Bavière et le Japon, suite à la publication chez Ispress de Mein Kampf d'Adolf Hitler en manga. Et du coup, ça m'a interpellé et je me suis mis à regarder un peu qui était cet éditeur japonais. Et en regardant ce qu'ils avaient publié, je suis tombé sur Karl Marx, Das Kapital, adapté en manga. Pour ceux qui connaissent Karl Marx, Das Kapital, c'est vraiment un pavé d'économie bien costaud. Et ça m'a interpellé. Et j'ai contacté très vite l'éditeur japonais. Et il se trouve qu'ils avaient déjà été en contact avec un éditeur spécialisé sur les livres de Karl Marx. Et qui se sont dit, quitte à faire des livres sur Karl Marx, on va faire le manga. Sauf que comme ils n'avaient jamais publié de manga, l'éditeur japonais était un peu suspicieux. Et c'est là qu'on a proposé à cet éditeur-là, donc Demopolis, pour le citer, de travailler ensemble sur cette publication-là. Et ça nous a permis d'avoir un avis éclairé sur
sur toutes les théories politiques et économiques développées dans le titre. C'était une traduction Florent Gorge aussi, donc là, on avait une garantie aussi d'avoir une adaptation vraiment très, très propre en termes de lisibilité et de compréhension. Et en plus de ça, on a profité du réseau d'Hémopolis, puisqu'on a pu avoir une préface d'Olivier Besancenot, et aussi tout le réseau presse et médias qui nous a permis d'être mentionné au Grand Journal et faire exploser les ventes du titre. Et ça a été vraiment pour moi une révélation de me dire waouh, j'ai Karl Marx à mon catalogue. J'avoue, c'est assez original quand même. Pour du manga, c'est très original. Et ça a même amené Johanna à intervenir en direct sur France 5, au journal de France 5, en direct, pour défendre la collection. Et voilà, c'est quelque chose dont je suis très fier. Très bien, merci beaucoup. Et Solène, est-ce que toi, tu as une licence qui t'a particulièrement marqué dans ta carrière chez Soleil Manga? Alors, la première à laquelle je pense, c'est Cage of Eden, qui est donc un titre seinen assez prenant. Et ça fait partie de ces premiers titres sur lesquels je suis tombée, où il y avait un challenge graphique. Et en l'occurrence, c'était un titre qui était un survival dans un milieu un peu préhistorique avec des dinosaures, etc. Et la couverture japonaise, du coup, arborait des petits palmiers vert fluo avec une ambiance presque tropicale et festive. Okay. Et du coup, il fallait que nous, dans notre édition, on essaye d'avoir quelque chose qui montre l'aspect sombre. En plus, du coup, c'est vrai qu'avec des titres dans le catalogue comme Battle Royale, qui ont une ambiance assez dark, on est parti sur une maquette assez différente avec un peu de créa, un peu de texture, même sur les couleurs. J'ai pu un peu travailler par rapport à l'illustration. Et du coup, tout ce travail-là était très intéressant à faire avec Iker et Johanna. Ok. Et sinon, on a déjà la question sur Cage of Eden. Est-elle toujours disponible? Oui, il me semble. Il me semble même que tous les tomes sont toujours on disponibles. On les a vous les avez réimprimés l'année dernière, il me semble bien, déjà. Donc normalement, vous voulez tous les retrouver. Voilà. Alors, comment est-ce que vous décidez si une série a droit à une version de luxe perfecte? Plusieurs paramètres entrent en compte. L'actualité. Si par exemple une série ancienne a une actualité nouvelle, on essaie de l'accompagner soit avec une réimpression, ce qui a été fait notamment au groupe Delcourt pour Alice in Borderland, soit avec des rééditions, ce qui peut être amené à être fait pour différentes séries. Là, sur Suikoden, par exemple, c'est pur kiff perso. Voilà. Je suis fan de Suikoden. J'ai voulu la mettre à nouveau disponible. La série était plus imprimée et je voulais la remettre. Et donc là, ça s'appelle un caprice. Midnight Secretary, c'est Johanna qui est grande fan de la série, qui voulait faire une édition un peu plus qualitative, plus grande. Et là aussi, on a décidé, on le fait. Donc voilà, il y a une partie coup de cœur et une partie opportunisme commercial. Très bien, j'espère que ça a bien répondu à votre question. Et on va passer à une petite vidéo de Johanna qui va qui a une petite anecdote d'un de ses voyages au Japon. Et elle va parler notamment du titre. Je vais pas le dire, on va laisser la surprise. Donc, on va lancer la vidéo. Anecdote du Japon, rigolote. Parce qu'en tant qu'éditrice de manga, j'ai l'immense chance de pouvoir partir au Japon régulièrement. Et en plus de rencontrer les éditeurs japonais dans les maisons d'édition, je parcours les librairies, donc toujours avec mon fidèle acolyte Iker Bilbao. Donc je parcours les librairies à la recherche des nouveautés que j'ai envie de proposer pour les lecteurs français. Et donc, un jour, je me balade dans les librairies et là, mon regard est attiré par quelque chose qui n'est pas un livre, pour une fois, mais une peluche que voici. Et je me dis, oh, elle est trop kawaii, j'adore. Et donc, je dis, tiens, il doit forcément y avoir un manga. On est dans une librairie, donc je fouille un petit peu. Et là, je tombe sur Oji-sama Toneko, donc le chat qui rendait l'homme heureux, qu'on a publié, que voici. Donc ça, c'est le tome 8. Voilà, des fois, tout commence par une petite peluche que voici. Voilà, grande histoire d'amour. Je me suis baladée avec elle pendant tout le restant de mon voyage. Notamment, j'ai été chez Square Enix avec ma petite peluche que j'ai achetée de Fukumaru et je leur ai demandé si les droits étaient disponibles
pour Oji-sama Toneko. Donc j'étais toute contente parce qu'évidemment la série venait de sortir et personne n'avait encore fait d'offre dessus. Et j'ai eu la chance de pouvoir publier le manga de ce chat trop mignon. Donc pour ceux qui connaissent pas, je vous invite vraiment à lire. C'est pas pour faire de la pub, mais c'est vraiment un super manga. C'est très touchant. Ça s'adresse à tout public. Et voilà, si vous aimez les chats, et même si vous n'aimez pas les chats, c'est un très bon manga. Voilà. Merci Johanna. Merci beaucoup Johanna en tout cas pour cette petite vidéo de comment elle a trouvé Fukumaru et la licence Le chat qui rendait l'homme heureux, qui est une des séries coup de cœur de l'équipe. Là, les assistants d'édito m'ont systématiquement mentionné cette série dans leur top 3. Et moi, je pense qu'elle est dans mon top 5, hein, facile. Et on va passer aux questions qu'on a eues sur les réseaux sociaux, parce que vous êtes, il y a eu certaines questions. Donc, Lula Setup qui nous demandait si on allait faire des annonces. Malheureusement, on n'aura pas de grosses annonces à faire ce soir. Ah non, manque de temps. Voilà. Alors, juste une question de Stratos N7 sur Zelda. Twilight Princess, y aura-t-il une édition perfecte comme les autres? Ça va faire partie des choses qu'on souhaite négocier, parce que pour l'instant, elle n'existe pas au Japon. Donc, on va se renseigner pour savoir si elle va exister. Et si elle n'existe pas, on va essayer de négocier pour pouvoir la faire. Mais oui, mais ce ne sera pas pour tout de suite, forcément. Voilà. Donc, ensuite, on a eu une question de Manga Made in FR qui demande si on allait éditer des auteurs manga français francophones. C'est pas vraiment dans les projets de Soleil Manga. Voilà. Donc, après, côté Delcourt, là, on pourra pas vous répondre non plus. Mais voilà, en tout cas, ça, on verra ça plus tard. Mais voilà. Sinon, est-ce qu'il y aura une réédition de Plus question de fuir? Plus question de fuir va probablement continuer à exister en digital. Malheureusement, en print, la série s'est tellement mal vendue que c'est vraiment compliqué de la maintenir disponible en print de façon pérenne. Donc non, je ne pense pas qu'il y aura de nouvelle édition pour Plus question de fuir. À regret, parce que c'est vraiment une série vraiment mignonne et sympa, mais elle n'a pas trouvé son public. J'ai pas retrouvé le pseudo de la personne, mais en tout cas, voilà, j'espère qu'elle est là pour écouter la réponse. Et sinon, on a eu une autre question, toujours une personne dont je n'ai pas récupéré le pseudo, c'est est-ce qu'un collecteur de Witch Watch est-il envisageable un jour? C'est envisageable. C'est envisageable. Très bien. C'est pas prévu dans l'immédiat, mais c'est envisageable. Ok, très bien. Et est-ce qu'on va rééditer Horizon Maiden? Donc la nouvelle édition traîne sur mon bureau. La première édition c'était très bien vendu, la deuxième un peu moins. J'ai du mal à vraiment savoir si le lectorat Horizon Maiden est toujours aussi présent. Ça a pris un petit coup de vieux quand même, Horizon Maiden. On y réfléchit avec Johanna. Il y a tellement de choses qu'on aimerait faire. Ce qui est gênant, c'est que on ne peut pas tout faire. Malheureusement, on a beaucoup d'idées, on a beaucoup de projets. Comme vous l'avez vu précédemment, travailler sur Doro et Doro, travailler sur C'était nous. Voilà, Horizon Maiden n'est pas forcément dans les titres prioritaires sur lesquels on souhaite avancer, mais on ne s'interdit rien en fait. Hein, donc c'est à voir, mais pas dans l'immédiat en tout cas. La dernière édition en date d'ailleurs est vraiment très jolie avec la dorure, etc. Donc c'est vrai que comme c'est déjà un bel objet, il faut se dire si on fait une réédition, est-ce qu'on arrive à en faire une encore plus attractive? Ouais, ok. Et... on a déjà fait 3 éditions de Battle Royale, on peut faire 3 éditions de Maiden. Mais... D'ailleurs, la prochaine question qu'on a eue, c'était pouvez-vous nous raconter l'histoire de l'édition de Battle Royale? Est-ce qu'il y a des anecdotes en particulier? Et autre question de la même personne, c'est à quand une édition double de Blitz Royale? Voilà. Alors, des anecdotes sur Battle Royale, on en a de nombreuses. Notamment le fait qu'on ait créé cette Perfect Edition avec des pages couleurs qu'on a colorisées nous-mêmes, qu'on a fait coloriser nous-mêmes. Ah d'accord. Donc voilà, c'était la petite innovation de cette édition qui n'existait que pour nous. Puis l'Ultimate Edition qui était enfin l'édition de Battle Royale en format japonais, mais en volume double. Ouais. Maintenant, Blitz Royale, pour être tout à fait honnête, on n'a juste plus les droits. Donc pour l'instant, non. Pareil, ça n'a pas très très bien fonctionné, mais c'est pas impossible que le titre réapparaisse au catalogue, un de ces 4. Mais pour l'instant, rien d'officiel. Alors, on a encore quelques questions, même si on approche bientôt de la fin. On approche très très proche de la fin. Alors, on va essayer d'aller rapidement. Donc, est-ce qu'on va éditer le nouveau manga de Kyoko Kumagai? Est-ce que tu veux dire quelque chose ou oui. pas? Voilà. Vous voulez une annonce exclusive? Oui. Voilà.
Mais Euh, c'est pas pour tout de suite. Mais oui. Et sinon, une personne qui dit qu'elle adore la collection gothique, est-ce que vous prévoyez de l'étendre avec de nouveaux titres? Oui, pas dans les mêmes proportions que par le passé, mais d'autres titres sont prévus dans la collection gothique prochainement. Tout à fait. Bon, après, la personne m'a envoyé des propositions que je n'ai pas renotées, mais je te les enverrai si tu veux. Hein. Et du coup, elle nous remercie pour le travail. Collector sur des shoujo prévus un jour. C'est compliqué parce qu'on manque vraiment de matériel. C'est un peu plus compliqué, vraiment. Pardon. C'est compliqué sur le shoujo. Honnêtement, c'est très compliqué. Mais c'est plus facile de faire des opérations dans lesquelles on peut mettre plusieurs choses que vous le voyez d'ailleurs sur les mangas. Quand on fait des opérations sur le shoujo, c'est un peu plus fouillis. Des collecteurs sur une série en particulier, c'est plus compliqué. Et Eliane Oster qui avait posé une question sur Facebook, il me semble. Avez-vous, à l'occasion de votre anniversaire, avez-vous l'intention de rééditer certains shoujo comme Playboy Café d'Aya Oda, par exemple, ou de proposer une édition double ou un collector? Là aussi, c'est dans les cartons qui traînent. Donc, voilà. Voilà, et on a une autre Oui, question. Onyoku no labyrinthe, est plus compliqué. Plus compliqué. Voilà. Est-ce que vous comptez l'éditer? Pas dans l'immédiat. C'est plus compliqué. Et Pedro Toriumi, j'ai déjà répondu la dernière fois. Autant Love is the Devil avait très bien fonctionné, Not Demons of Love beaucoup moins. Donc là aussi, c'est plus compliqué de justifier un investissement sur des autrices qui ont plus de complications à rencontrer leur lectorat. Ok, bah merci en tout cas pour toutes ces réponses. J'espère que les personnes qui les ont posées sur les réseaux sociaux sont dans le chat pour voir les réponses. Et on va finir sur une photo qui est donc le pouvoir. Alors, est-ce que vous trouvez la photo de... C'est la... Désolée la régie, vu qu'on a un peu... En fait, on a un peu changé le planning, donc effectivement, ça change un peu. Oui, c'est celle-là. Ah mince, on l'a pas sur notre écran. Donc, c'est une magnifique photo de... L'ambiance de travail. L'ambiance de travail. Donc, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Je pense que chez Soleil Manga, on défend le pouvoir de la power nap activement. Alors, c'était en pause déjeuner. C'est vrai. Il faut quand même resituer. Hein, on a fait beaucoup de pauses déjeuner où on restait au bureau pour récupérer. Donc, forcément, si c'est Solène et moi qui dormons, c'est que c'est Joanna qui prend la photo. Fatalement. Mais oui, on était assez accros durant une période, notamment les périodes qui précèdent Japan Expo. Exactement. Voilà, ça attaquait très tôt, ça finissait très tard. Et on avait ces pauses-là pour souffler un moment. C'est vrai qu'à l'époque, du coup, Icar, Johanna et moi, enfin surtout vous deux, on faisait un peu tout sur Soleil Manga. Donc, On faisait vraiment tout. Comme je disais, notamment Japan Expo, on faisait vraiment, vraiment tout. Ça devait être bien fatigant. Voilà, c'était un gros travail. Ça dit power nap power dans le, Allez, dans le chat. Du coup, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Je ne sais pas si on aura le temps de me mettre la petite vidéo de remerciement de Johanna. Oui, allez, quand même. Allez. Oui. Du coup, voilà. Allez, on finit avec Johanna. Voilà, on va finir avec Johanna. Nous, on dit déjà au revoir. Donc, merci de nous avoir suivis. Et on se retrouvera pour une prochaine live Twitch, mais sans moi. Oui, je pense qu'on va mettre la vidéo de Johanna et je vais finir l'émission. Mais restez là, s'il vous plaît. Ah bon? Moi, je suis déjà parti. Avoir pu partager ce live avec vous, en tout cas en live. J'espère que mes petites capsules vous ont pas trop embêté. En tout cas, ça a permis à mes chers collègues de faire des petites pauses, j'espère. Et surtout, je voulais finir par vous dire merci. Merci à tous les lecteurs de nos livres, ceux qui ont lu un manga, ceux qui en ont lu 100. Merci à toutes les jeunes filles et les moins jeunes qui sont venues à Japan Expo sur notre stand pour faire des paniers de folie. Merci à tous les enfants qui nous ont envoyé des super dessins au fil des années. Voilà, merci à tous et à bientôt. Donc, merci Johanna pour ce petit mot de fin.
Bon, en vrai, le mot de fin, c'est moi qui vais l'avoir, du coup. Je profite juste de ces dernières minutes pour vous parler de l'opération Halloween. À partir du 25 octobre, il y aura une opération en librairie pour 2 mangas achetés. Vous avez une jolie petite bougie que vous voyez là. Voilà. Et c'est valable sur... Donc alors, les mangas éligibles, ce sont les mangas Soleil Manga avec des vampires, des sorcières. Donc, entre collection autres... gothique, plus Gothique, voilà. Witchwatch et la collection fantasy également. Voilà, donc rendez-vous en librairie dès le 25 octobre pour découvrir cette magnifique bougie. Voilà, donc merci en tout cas à Iker et Solène d'avoir partagé vos expériences chez Soleil Manga. Est-ce que vous voulez un tout dernier mot de la fin, une dernière recommandation, quelque chose dans le genre? Juste dire à Cloud, à sa question qu'il a posée et qu'on n'a pas répondu, la réponse est oui. Et merci à tous les lecteurs, merci de nous soutenir, merci aux gens qui prennent la peine de dire sur les réseaux sociaux la couverture est trop belle ou des choses comme ça fait toujours plaisir. Et merci de soutenir le travail de chaque membre de l'équipe de Soleil Manga. Et je crois qu'il y avait une question tout à l'heure qu'on n'a pas eu le temps de répondre et on est vraiment désolé pour ça, mais voilà, là on va manquer un peu de temps. N'hésitez pas à la poser sur les réseaux. Pas sur les réseaux, on va essayer d'envoyer une réponse dès qu'on a le temps. Voilà, donc merci beaucoup à vous d'avoir suivi ce live. J'ai l'impression que vous étiez nombreux parce qu'il y a eu beaucoup de messages sur le chat, ou c'est juste moi qui n'ai pas l'habitude. Donc n'hésitez pas à suivre cette chaîne Twitch si ce n'est toujours pas le cas. Et à vous abonner pour avoir les notifications pour suivre les futurs lives. Donc le prochain live aura lieu le 13 novembre et sera sur le thème de la collection Boys Love de K-Books, enfin KBL. Voilà, donc si vous êtes fan de Boys Love, on vous donne rendez-vous le 13 novembre. N'oubliez pas de nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, tout ça. Vous pouvez également vous abonner aux newsletters sur les sites internet Delcourt et Soleil pour recevoir les informations du catalogue par mail. Et vous pouvez bien sûr retrouver le replay de ce live sur la chaîne YouTube Delcourt Soleil Asie. Donc merci beaucoup et à bientôt.